Salut la gang de Cantitude! Aujourd'hui, un gros sujet, un sujet que ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de vous parler avec une collaboratrice. On va parler aujourd'hui de stéréotypes de genre en camp. On se retrouve pour en parler juste après la pause. OK, c'est pas une pause, là, mais on se comprend, gang. Après l'annonce visuelle, on est pas un blooper prêt en live. Hey, on reçoit quelqu'un de nouveau. Donc, je te laisse te présenter, cher collègue du monde des camps. Ben oui, donc bonjour, merci tout d'abord Jen de me recevoir. J'avais hâte de venir jaser à Camtitude. Je me présente, donc je m'appelle Philippe Dupré de mon nom de camp Ficello. Je suis directeur des programmes au centre plein air Fatima. Donc pour les habitués de podcast de Quand c'est l'été, vous m'avez vu jaser quelques fois avec Guillaume, avec Guillaume et François. Donc voilà, c'est mon Excellent. background très rapide. Voilà, oui, très rapide, j'aime ça. Merci tellement pour elle de venir jaser avec moi d'un sujet que je pense nous tient à cœur toutes les deux, d'un angle différent, mais évidemment, ça a déjà fait partie de plusieurs conversations qu'on a déjà eues ensemble, toi et moi. Souvent, je demande aux gens qui ont sa première participation à Camtitude, un autre podcast de camp, de me décrire un peu leur vision de c'est quoi leur Camtitude. Quand ils en parlent, c'est quoi leur attitude camp. Ouais, ben écoute, je dois te dire, Jen, j'ai un peu triché parce que, justement, je te l'ai dit tantôt, moi j'écoute tous les épisodes, donc je me suis dit, c'est sûr qu'elle va me poser la question, faut que je vais essayer de donner une réponse très intelligente. Et en fait, en y réfléchissant, honnêtement, j'étais content d'avoir pris le temps parce que, moi j'ai un background en sciences politiques. Puis c'est aussi pour ça que le sujet des stéréotypes de genre m'intéresse et tout ça. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, Camtitude, c'est quoi? Ben, je pense qu'on pourrait le voir comme un courant théorique qui nous permet d'analyser plein de choses. Parce que les camps, on traite des enjeux à notre manière. Fait que le recrutement, on le traite à la manière des camps. La gestion de personnel, on le traite à la manière des camps. La gestion budgétaire aussi, on le fait de cette façon-là. Donc, la camtitude, je pense que c'est ça. C'est comme une lunette qui nous permet d'analyser les choses. On pourrait écrire peut-être éventuellement des recueils théoriques par rapport à ça. C'est donc bien hot comme description, pour vrai. Excellent! Aïe, avec un peu de recherche, je pense qu'on peut arriver à faire. Mais honnêtement, je pense que ça vient mettre l'assise sur plein de choses qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui parce que le stéréotype de genre en camp, ça va venir toucher à plusieurs éléments. Ça vient souvent, moi, la première chose qui me vient en tête quand je parle de ça, c'est tout ce au point de vue de la scène de la programmation. Qu'est-ce qui est transmis à nos jeunes? Au point de vue des ordres de programmation, mais aussi au point de vue des RH. Fait que moi, c'est vraiment là que mon cerveau va en premier quand on parle de stéréotypes de genre. Peut-être juste pour que tout le monde ait la chance d'être sur le même plancher, là, rapidement, je voudrais peut-être juste différencier genre orientation sexuelle. Fait que orientation sexuelle, on s'entend, c'est vraiment l'attirance sexuelle envers hommes, femmes, personnes qui sont à l'extérieur du cadre binaire des genres. Et le genre comme tel, ben en fait, c'est un peu différent. Est-ce que tu veux t'essayer à décrire le genre, Philippe? Oui, ben en fait, j'aurais tendance. En fait, quand une personne naît, on lui attitre un sexe à la naissance. Et bien souvent, ce sexe-là mène à un lien avec le genre. Donc, moi, je suis né avec les organes génitaux d'un gars, donc on m'a attitré le genre masculin. Mais après ça, on découvre depuis quelque temps que c'est beaucoup plus complexe que ça et que les genres, après ça, chaque personne peut s'identifier au genre auquel il appartient, selon lui ou elle. Oui, c'est vraiment l'identité de genre, là, c'est l'expérience intérieure, personnelle, que chaque personne avec son expression de genre, en fait. Donc, quand tu dis on découvre depuis quelques temps, en fait, on redécouvre, je dirais, depuis quelques temps, parce que pour les gens qui sont un peu passionnés là, du genre, ça a toujours existé, ça a eu plein de variantes différentes, sociales, historiques, mais c'est pas un nouveau concept, non, non, non. Donc, par contre, on le réintègre de façon plus normalisante, je voudrais dire, dans les dernières années, dans nos opérations, dans la façon dont on voit les choses, dont on fait nos camps aussi. Donc, puis on s'entend que le genre, c'est pas juste sur une ligne binaire entre hommes et femmes, ça s'en va de toutes les directions. Bref, pour plus d'informations là-dessus, évidemment, vous allez pouvoir vous donner quelques références, mais c'est juste pour mettre le cadre de quoi on va parler aujourd'hui. Oui, bien mettre une base, là. Oui, fait qu'on vient de parler de stéréotypes de genre. C'est certain que la première étape, en fait, c'était vraiment de s'attaquer
à la binarité de la chose. C'est qu'est-ce qui est typiquement féminin, qu'est-ce qui est typiquement masculin, mais certain que différentes pratiques de camp peuvent embarquer dans beaucoup plus que choses comme ça, mais si on y va à l'approche là, de beaucoup que les initiatives qui ont été faites, c'est déjà de s'attaquer à ça, c'est énorme, là, on va se le dire. Là. Donc, l'idée, c'est de sortir de la binarité, mais on passe beaucoup par la binarité pour l'expliquer. Fait que pour les gens aujourd'hui, on vous demande un peu de compréhension par rapport au fait qu'on va peut-être parler là, vraiment de hommes, femmes, gars, filles. On comprend que c'est beaucoup plus large que ça. On va vouloir vraiment parler des choses qui sont attirées au genre masculin et au genre féminin comme tel. Fait que, merci, voilà, pour m'avoir aidé à compléter cette grande définition. Donc, quand on parle de l'état actuel des choses, toi, dans ton camp ou dans les camps, si tu parles avec des gens, comment tu décrirais l'état des stéréotypes de genre en camp? Est-ce que c'est des choses qui sont adressées? Est-ce que c'est quelque chose qui est très, très... des choses juste pour les gars, des choses juste pour les filles? Le niveau d'awareness a l'air de quoi? Je te laisse rajouter ce que tu voudras à ces multiples questions. Ben, honnêtement, j'ai l'impression, puis j'essaie, quand je me suis posé des questions, je me suis dit, faut essayer de pas avoir une vision un peu biaisée où est-ce que, tu sais, Jen, toi et moi, on est dans ces discussions-là, mais je me suis dit, est-ce que moi, je suis comme dans une chambre d'écho versus la réalité? Fait que j'ai tendance à croire que les camps sont un peu à deux niveaux très différents. Où est-ce qu'on a des gens qui sont à un niveau très de base, ou est-ce qu'on a encore des programmations qui sont malheureusement trop genrées. Il y a du travail qui est fait, mais je pense qu'il y en a beaucoup à faire. Puis de l'autre côté, on a des camps qui sont comme peut-être au niveau avancé, où est-ce que on est comme on stagne un peu. Puis tu sais, je nous ramène au séminaire d'échange en camp où est-ce qu'on parlait de sujets tabous. Je me rendais compte que c'était ça. Je me rendais compte qu'il y avait des gens qui étaient très débutants puis des gens qui étaient très avancés. Ouais. Puis que malheureusement, la conversation se fait pas toujours. Puis que les gens débutants essaient de comme patauger dans le brouillard, puis versus les gens avancés. Faut pas le voir de manière... on se hiérarchise pas, mais les gens avancés, je pense qu'ils sont rendus à dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'on a fait déjà, tu sais? Ben, je pense que c'est vraiment les gens qui ont eu l'opportunité ou de par leur intérêt personnel, de par les gens qui ont côtoyé les campeurs ou les employés, ou genre la mission de leur camp comme tel qui est venue situer le fait qu'ils ont fait avancer leur pensée très rapidement là-dessus, versus d'autres camps qui n'avaient pas vraiment besoin de se poser la question. Comme c'était pas un problème d'enjeu, c'était pas un problème de dissonance au sein de leur organisation, il n'y avait pas nécessairement urgence en la demeure comme telle. Puis, c'est souvent le cas, là, on va se le dire, la plupart de ces sujets-là qui ne sont pas, je ne veux pas dire obligatoires, mais qui viennent pas sur le terrain comme de la base de... Les gens souvent ne vont pas voir ça comme un enjeu de sécurité, alors que c'en est un, au point de vue de la sécurité psychologique. Ça sera pas, on ne va pas y attarder le même niveau d'effort et d'intérêt, surtout quand on gère vraiment plusieurs années là, une base, atteindre la base comme telle, on met beaucoup d'efforts là-dessus. Ça, c'est vu comme un surplus au lieu de faire partie de l'expérience. C'est un peu comme ça aussi que je l'ai vécu là, avec les différents échanges comme tels. Je pense qu'il y a des beaux efforts qui sont faits tant de la part des campeurs que du staff, de vouloir questionner, par exemple, les codes vestimentaires, de vouloir questionner le genre de programmation. On ne va pas se cacher, par contre, qu'il y a des thèmes que nous, on associe étant très genrés, qui seraient super populaires avec la clientèle, tu sais. Fait que c'est toujours ça aussi l'enjeu. On va peut-être en parler un peu tantôt. Là. Notre mission, c'est-tu de servir ce que les gens veulent ou d'offrir quelque chose qu'on se voit refléter dedans? Fait que tu sais, des trucs, on parlait du donner des exemples concrets aux gens. Là. Puis là, je prends des exemples, gang, si vous offrez ces camps-là puis que ça fonctionne, good for you. On va juste parler de choses très roses, bleues. Oui, ouais, exactement. Le camp des princesses, pas le camp de la royauté, le camp des princesses, puis le camp des chevaliers. Il n'y a pas de chevalière, des chevaliers. Tu sais, des trucs très... qui sont reconnus pour mettre de l'avant les stéréotypes de genre déjà existants. Donc, princesse, on s'entend qu'on va aller vers le côté de la beauté, le côté de la délicatesse, le côté... moi, j'aime ça, le lait brillant et le glitter, gang. Mais tu sais, c'est pas juste aux femmes de pouvoir s'attacher à ce genre de valeurs-là qui viennent avec ça. Tu sais, comme du côté, mettons, chevalier, dans l'exemple que je donne, ben, on praise le courage, on praise l'action physique, on praise des choses qui sont, en fait, là, des tropes. Je sais pas comment dire en français, des chemins un peu prédéterminés, là. Ouais, qu'on continue à creuser avec plein d'autres choses, en fait. Fait
je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à comment maintenant, par exemple, mon exemple de dégenrer un peu ça, tu veux faire un camp, fais un camp royauté. Tu t'adresses à des princes, des princesses, des mélanges qui n'existent pas, c'est parfait. On y va plus global. Je pense que c'est un peu ce que le trend. Il y a eu un meme il y a quelques années. D'ailleurs, on enregistre la journée d'Halloween, puis mon exemple est très Halloween-esque. On se souvient, je pense, il y a quelques années de ce meme qui était I want to be the hot dog girl. Puis c'était un meme où est-ce que c'était plein de petites filles déguisées en princesse lors du cours de ballet. Puis t'as la petite fille qui est habillée en hot dog. Puis elle a amené les princesses, puis elle est comme party, hot dog. Fait que pour elle, c'était une version qui convenait très bien à ce qu'on avait demandé de faire. Puis le clash était justement ça qu'on veut aller, que tout le monde puisse se reconnaître là-dedans. Je suis un peu partie en tangent de programmation, là. Non, mais puis tu sais, si on revient à la définition de camtitude, je veux pas mettre de l'avant ma belle définition, mais tu sais, je pense que la camtitude rentre un peu là-dedans parce que le hot dog girl, c'est clairement une personnalité qui est valorisée en camp. Puis tu sais, je pense qu'on va un peu à contre-courant. Il y a un son aussi qui trend beaucoup sur TikTok là, qui est genre l'Halloween, c'est le parfait moment. T'as soit des gens qui se déguisent un peu sexy ou genre le plus comme dégueulasse possible. Tu sais, je pense que comme cette contre-vision-là, ce contre-esthétisme-là, c'est valorisé en camp. Puis je pense que c'est comme une avenue aussi pour dire ben comment on déconstruit un peu les stéréotypes puis les façons de faire. Parce qu'on s'entend que les stéréotypes, ils existent pour une bonne raison. Je veux dire, ça existe par l'habitude, ça aide à se construire une identité. Par contre, quand on y va dans des choses qui sont trop typées ou très typées, sans parler de la variété, bon, on vient quand même bloquer beaucoup d'opportunités à l'exploration. Puis, en fait, on ne profite pas d'une grande opportunité qui a aussi de développer la tolérance, la diversité et ça dès le départ, finalement. Il faut vraiment laisser chaque personne et pas chaque gars, fille, pouvoir contribuer au projet, enfin, dans notre cas, dans le projet des camps comme tel. Toi, comme tel, quand on parle de diversité, de stéréotypes de genre, pardon, c'est quoi ton expérience personnelle par rapport à ce sujet-là, dans le sens où comment c'est venu dans ta pratique de camp? Est-ce que c'est un exemple personnel, par scolaire, ou tu as eu une expérience au camp qui a fait qu'il fallait que tu t'y adresses un peu, que tu t'y attardes un peu? Ben, c'est un drôle d'addon. En fait, je l'ai dit tantôt, background en sciences politiques, j'étais dans la dernière année de mon baccalauréat et c'est là que j'ai commencé à travailler à temps plein au centre Notre-Dame de Fatima. Et à ce moment-là, mon plan, c'est d'aller faire une maîtrise. Puis je me suis dit, comment je peux faire une maîtrise en Sciences Po qui est aussi liée avec les camps? C'était ça mon plan initial. Puis justement, la réflexion des stéréotypes de genre est un peu partie de là parce que bon, un petit peu de recherche sur l'histoire des camps de Boy Scouts et les Girl Guides, là, tu sais, un peu ces camps genrés-là. Fait que c'est comme un petit peu parti de là. Puis après ça, bon, un enchaînement d'événements où est-ce que j'ai assisté à mon premier séminaire, où est-ce qu'on parlait des formations, où est-ce qu'on en est venu à parler d'appropriation culturelle, de stéréotypes de genre. Puis j'étais comme, hey, Colin, ça m'intéresse ça. Puis ça rejoint aussi un objectif un peu intrinsèque que j'ai, que moi, je veux donner du sens à ce qu'on fait en camp. Puis je pense que d'amener des enjeux sociaux là-dedans, c'est une très bonne façon de le faire. Puis plus les années avancent, plus je donne de la formation à mon équipe là-dessus, plus eux me nourrissent parce que les jeunes de 16 à 20 ans baignent là-dedans, puis c'est comme « Hey, ben oui, je connais ça, justement, t'as-tu vu telle image ou tel article? » Puis ça se construit aussi, fait que ça, c'est vraiment enrichissant, là. Je te rejoins un point de vue de représenter la communauté de laquelle on fait partie, tu sais, parce que c'est ça pour moi, ma ligne d'entrée. Je travaillais très longtemps dans un camp d'or, puis mon staff arrivait, attends, là, c'est bien beau, le jeu que tu viens de proposer, que je sais pas, je reprends mon exemple, là, les princesses puis les chevaliers, mais tu sais, comme moi, je suis une personne non-binaire, ça me tente pas de tomber là-dedans, je peux être un dragon, je peux être un nanana. Puis c'était l'idée de savoir aussi l'impact que ça pouvait avoir sur nos campeurs, campeuses, personnes qui arrivaient au camp puis qui, eux, géraient, par exemple, une redéfinition de leur genre pendant l'été, ce genre de choses-là. Tu sais, je pense qu'honnêtement, plus que jamais, on n'a comme pas vraiment les gens n'ont plus le choix, je pense, de s'attarder à la question de par le fait que c'est un incontournable. C'est un incontournable qui fait partie de la vie, c'est un incontournable qui fait partie de la vie de camp, si on y pense. Puis beaucoup, comme je disais, tu sais, moi, mon gros dada, c'est les défis RH qui peuvent être liés à ça, du point de vue de l'attrait de l'emploi aussi. Fait que tant la programmation que les défis RH.
Puis là, je vais juste prendre le temps de spécifier. Quand on parle de stéréotypes de genre, c'est pas d'offrir que des choses qui sont mauves, là, si je prends l'exemple entre rose et bleu. Là. C'est plutôt d'être consciente, c'est quoi les valeurs qui sont attachées derrière ce qu'on vient donner comme image? Qu'est-ce qui est valorisé là-dedans? Puis est-ce que c'est des choses qui sont négatives par rapport au rôle ou pas? T'sais, dans le cadre que je donnais tantôt, mon exemple les princesses, c'est artistique, c'est doux, c'est calme. Les chevaliers sont courageux, sont physiques, sont intelligents. Là, on s'éloigne un peu de choses qu'on voudrait que tous les enfants soient finalement. T'sais. Fait que les espaces qui sont pas restreints, tu vas me trouver un meilleur mot, Philippe, qui sont non, mais unigenres. Ouais, oui. Ben, mettons, on le dit, les espaces bleus et roses. Continuons dans cette image-là. Ont vraiment énormément de positifs parce que je pense qu'il y a une force de se retrouver entre personnes qui s'identifient au même genre, surtout si on remet en question ces stéréotypes-là qui nous ont été inculqués puis qu'on les combat un peu là-dedans, vraiment. Fait que, je voulais juste remettre oui. le tout à l'heure, voilà. Parce que, bon, oui, puis le but, c'est de contrer un peu, ben là, on n'est pas des militants non plus, là, mais tu sais, le but aussi, c'est de contrer les arguments qui diraient qu'on veut justement rendre le tout neutre, mauve, sans identité. Je pense que c'est pas ça. Puis tu sais, si on prend un autre exemple, là, tu sais, il y a beaucoup les pompiers, les policiers, là, ça aussi c'est très typiquement masculin. Ouais. Ben tu sais, je pense qu'une stratégie qui est employée, c'est de dire ben OK, je suis conscient que le thème choisi est dans la catégorie bleue, fait que je vais faire l'effort de mettre un modèle qui sort un peu ou tu sais de mettre une pompière, de mettre une policière, juste pour contrebalancer le tout. Ou une personne qui est même pas dans ce genre-là, qui fait le métier, les tropes qui sont vraiment attachés à ça, tu sais. Puis on parlait dans le concret à quel point que ça peut faire du tort comme tel. Je pense que tant pour les garçons que pour les filles, je pense qu'on entend beaucoup parler en ce moment de toxicité. Ça, c'est la toxicité. Oui, ce mot-là. Masculinité toxique. Voilà, gars. Donnez à votre cerveau le temps d'articuler ces mots. On entend beaucoup parler pour nos ados, les jeunes hommes, mettons 25-45. Ça commence très jeune, ces affaires-là. Il y a beaucoup d'efforts qui sont auprès de la petite enfance, là, on s'entend, puis même des camps. Ça s'installe vraiment rapidement, ces notions-là de valorisation par les aspects très, très stéréotypés, genrés. On parle de gestion des émotions. On peut parler aussi d'ouverture à, comme je disais, la diversité tout à l'heure, etc. Fait que dans le concret comme tel pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées au camp ou que vous avez réfléchi qui viennent vraiment mettre en lumière une approche différente par rapport aux stéréotypes de genre? Je pense que ça amène à réfléchir où est-ce que les stéréotypes viennent un peu emprisonner. J'avais la réflexion, me disait, c'est quoi les défis reliés à ça? Puis, tu sais, mettons, pour les filles, on avait le défi on assigne un peu les monitrices accompagnatrices dans un rôle un peu plus de care, un peu plus précis, puis on les assigne souvent avec les plus jeunes. En contrepartie, on a les moniteurs hommes qui on leur demande un rôle qui est différent, puis des moniteurs qui démontreraient un intérêt pour les 4-5 ans, par exemple. Moi, je me souviens d'avoir eu la réflexion de dire, OK, mais qu'est-ce que le parent il va penser si je mets un moniteur masculin avec un groupe de 4-5 ans, parce qu'on a dans cet imaginaire collectif-là des mauvaises images et tout ça, tu sais, fait que je pense que de faire des petits pas puis d'assumer ces choses-là, c'est sûr que ça donne un coup de main, mais je pense que c'est toujours de se poser des questions. J'ose croire que mon organisation, on était quand même déjà bon là-dessus, fait que c'est sûr je pense pas qu'on partait de si loin que ça, mais je pense que d'en parler à chaque année avec son staff, je reviens encore à notre façon de travailler. Si on prend nos rencontres de one-on-one qu'on fait avec nos moniteurs en début, en milieu, en fin de saison, je pense que ça, c'est une action hyper concrète pour forcer un peu les gens à être proches de leur... à s'ouvrir, à être proches de leurs émotions. Sinon, je pense que dans les comités de moniteurs où est-ce qu'il y a de l'organisation d'activités spéciales, je pense que c'est de faire attention à ce que il n'y ait pas cette assignation-là de
la fille qui va s'occuper de faire les décors, puis le gars qui va être forcément la vedette de la journée thématique. Tu sais, fait que je pense que des petites actions comme ça là, qui sont je pense qu'il faut ajouter d'année en année. Puis... Ouais, hein? Ça vient comme redéfinir les forces et faiblesses typiques aussi. Puis les gens, dans quoi, qui se sentent confortables de le faire aussi. On s'entend, c'est pas, on veut pas faire ça contre l'instinct naturel de certaines personnes, puis l'intérêt aussi naturel de certaines personnes. Tu vois, de notre côté, ça a vraiment beaucoup passé. On s'entend par la programmation, je donnais quelques exemples, mais le genre de jeu à faire, la façon dont les jeux sont intitulés, les noms de groupe, les fameux noms de groupe, tu sais, qui viennent inspirer de notre côté. OK, la semaine 1, c'est l'espace, trouvez-vous des groupes avec vos lettres de groupe, là, parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'être dans le groupe A. Le groupe des astronautes. On tombait dans des affaires de, ben là, c'est le groupe, tu sais, si j'ai pas là, des Wild Tigers, puis à côté, tu avais le groupe des libellules, puis c'est comme, OK, mais ça, on désigne quoi là-dedans? C'est pourquoi on le fait? Fait qu'une réflexion consciente sur c'est quoi le message, qu'est-ce qui est lié avec les Wild Tigers, à quoi qu'on pense. Est-ce qu'on associe ça plus au féminin ou au masculin? On s'entend que ça, il y a de la recherche qui est faite derrière ça là, pour venir appuyer ça. Là. C'est associé à quoi? Là? C'est pas juste toi qui décides avec tes propres préjugés, tes propres billets. Là. Fait qu'on a passé vraiment par la programmation, de regarder le nom d'équipe, le nom des jeux. On a regardé qu'est-ce que chaque activité venait travailler, en fait. Puis si on venait rejoindre quelque chose de roundé au point de vue des aptitudes qu'on veut développer. Fait que, tu sais, c'est-tu juste des activités physiques? C'est-tu juste des trucs où est-ce qu'on développe les talents artistiques ou les deux peuvent se faire en même temps? Tu sais, c'est très comme une approche comme ça. Puis on essaie vraiment d'encourager nos gangs à avoir ses propres réflexes quand ils font de la planification, justement, de grands jeux, des choses comme ça, tu sais. OK, c'était comme une appropriation culturelle et de genre. Fait que t'en es où là-dedans? Puis comment tu le mets en place? Sinon, ça a vraiment été au cours du code vestimentaire que l'autre grosse discussion est arrivée de notre côté. On parle, dès qu'on touche à la code vestimentaire, souvent, ce qu'on allait, on s'entend là, dans l'ancienneté de la façon de faire, c'était genré comme idée. Là. Les gars peuvent mettre les shorts aussi longs qu'ils veulent ou aussi courts qu'ils veulent, en autant que les filles, souvent, il y avait une notion de ben, je veux pas voir tes fesses, ou etc., ou une personne qui a un corps aussi différent d'une autre. Fait qu'on est vraiment plus allé vers la fonction que vers ce que les filles vont. Nous, tout le monde a des chandails unisexes dans les commandes de chandail. Là, si les gens en veulent plus taillés ou etc., ben, on peut faire un club de couture de staff. C'est bienvenu, mais on ne va pas nous-mêmes dans nos uniformes aller chercher une différenciation genrée de l'habillement. Puis le gros nœud, en fait, auquel on se plie encore et toujours de notre côté, c'est un petit peu touché à ce que tu as dit, les 3-4 ans, les billets sociétaires dans lesquels on s'inscrit, là, la réaction du parent, un homme avec les jeunes enfants, qui vient beaucoup du monde de l'éducation, du monde dans lequel on grandit. Ben, nous, c'était aussi le côté, au point de vue des activités de type aquatique, où est-ce que tu touches à du vestiaire. Fait que là, dès que tu parles de vestiaire, c'est super genré, right? Parce que nous, on n'a pas encore des installations, toujours accès à des installations, comment je dirais, parfaites, modernes, ou est-ce que c'est juste tous les grands espaces avec toutes des cabines fermées du plafond au plancher? On aimerait ça, on aimerait ça. Ça serait juste de l'espace. On pourrait gérer avec, tu vois, t'as des cabines, tu fermes la porte, on s'en fout. Là, c'est tellement plus rapide à part de ça. Nous, on a un bâtiment qu'on a des cabines de toilettes avec un espace lavabo. C'est incroyable. Puis ce que je me rends compte, quand on a eu les discussions avec l'équipe permanente, la différence de réaction de quand je parlais de toilettes non genrées versus quand je parlais de cabine de toilettes, il y a un blocage là, quelque part. Mais, tu sais, il y a des aspects comme efficience là, qui sont à considérer là-dedans, là, pour vrai, là, pour l'avoir vécu. Fait que, tu sais, nous, il y a eu encore des discussions, même cet été, là, avec des parents qui ne comprennent pas exactement la langue qu'on prend. On a aussi beaucoup de staff de plus en plus qui sont undergendered, ou tu sais, comme qui sortent de la non-binaire. Là, écoute, là, la couche qui vient avec ça de mais moi, c'est un groupe de gars que je demandais pourquoi il y a des filles, pourquoi ils est en charge de. C'est des questions qui sont encore très présentes chez les parents. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais peut-être nous amener rapidement. On fait des épisodes déjà. Tu sais, on parlait de défis, on parlait d'attente des parents, mais selon toi, c'est quoi le positionnement des camps, là? Tu sais, comme, est-ce qu'on est le reflet de notre société? Donc, ces choses-là qu'on voit chez nos parents, on s'y adapte, on vend un service. Ou on est là, en fait, pour mettre en lumière le futur, parce qu'on gère des jeunes, enfants, et on gère des jeunes employés.
qui ont des réalités complètement différentes. C'est nous les premiers qui font le fait que je sais pas si tu es où sur ce spectre que je t'ai donné assez. Je pense que le rôle des camps a changé dans les, mettons, 5 à 10 dernières années. J'ai l'impression avant qu'on avait peut-être un rôle plus conservateur. Versus là, je pense qu'on est dans une zone grise. Puis moi, j'essaie de me donner la mission de dire jusqu'où je peux aller sans nécessairement froisser la clientèle, parce qu'au final, ça revient à ça. C'est pas la réalité pour tout le monde. Les camps municipaux, c'est une autre réalité, mais les camps où est-ce qu'il doit y avoir de l'argent ou des revenus qui est rattaché à ça, tu peux pas nécessairement comme go wild puis vivre ta vie selon tes valeurs, parce que c'est sûr que tu vas froisser des gens. Fait que je pense que c'est trouver un bon équilibre, puis je pense que c'est aussi de trouver la façon de présenter les choses. Je te donne l'exemple des cabines non genrées, des toilettes non genrées versus des cabines de toilettes ou l'espace vestiaire. Je pense qu'il y a une façon de le faire. Puis, je pense qu'il faut miser aussi sur le positif. Tu sais, je t'entendais parler tantôt des activités puis de la programmation. Ben, crime, si ça a pris qu'on se questionne sur les stéréotypes de genre pour que les moniteurs réfléchissent à une diversité dans leur programmation, ben, je pense que c'est une réussite, là. Voilà, on va le prendre, merci. C'est comme, au final, on veut qu'il y ait des activités sportives, de sciences, artistiques, juste parce que même si t'avais juste un groupe de gars, ton écart d'intérêt, il est large comme ça. Fait que, genre, pas genre, t'as un spectre. Fait que, tu sais, je pense que c'est à nous de peut-être challenger les parents, mais de trouver une façon de le faire. Ouais, une façon de le faire qui n'est pas là pour être justement revendicateur nécessairement ou être à l'encontre d'eux. On est des partners d'enseignement, Puis on a cette liberté que le réseau scolaire n'a peut-être pas, ou est-ce qu'au final, notre participation, elle est facultative. Les gens s'inscrivent au camp, ils sont pas obligés de le faire. Fait que si on a un 0,5% de gens qui sont pas contents, qui sont bien offusqués, ben à un moment donné, je pense que c'est à chaque organisation de mettre ses limites puis de dire, ben nous, on franchit pas cette limite-là. Tu sais. Mais au moins d'y penser. Je pense que c'est ça l'idée. Tu sais. Puis au point de vue de notre staff aussi, j'en reviens à ça, là, mais je pense qu'on a une grande responsabilité de s'assurer qu'on leur offre les meilleurs milieux pour grandir, pour se développer, etc. Puis ça, c'est un atelier qui m'avait beaucoup marqué. Moi, j'ai participé au Women in Camp Summit en 2019, avant la pandémie, ces années-là. Il y avait un atelier qui m'avait vraiment accroché qui portait sur comment tes évaluations supportent déjà les genres en place au point de vue hommes, femmes et autres dans ton camp. Fait que c'est sans même t'en rendre compte, comment tu évalues ton staff féminin, un peu ce que tu disais, nos accompagnatrices, accompagnateurs un peu moins, nos moniteurs sportifs, pas tant nos monitrices sportives, mais d'y aller aussi dans la façon dont on praise, qu'est-ce que comme gestionnaire, on va aller encourager chez un et chez l'autre sans même s'en rendre compte, c'est genré notre affaire. Là. Fait que c'est d'avoir aussi un regard à cet aspect-là comme tel. Puis j'ai vu en fait, parce que tous les deux, je pense qu'on a participé aux formations qui sont offertes par le CQL, le Conseil régional québécois du loisir. Merci! C'est québécois du loisir. Il y a le projet Femmes en loisirs. J'avais déjà reçu Gabrielle là, sur le podcast. Puis il y avait vraiment une initiative liée à ça qui est des formations. Fait que là, c'est juste les types de formations. Là, introduction à l'égalité de genre. Je pense que c'est par Wendy qui est le gestionnaire junior ou peu importe, puis ça allait le faire. L'animation stéréotype, sans stéréotype de genre. Déjà là, on part vraiment en donnant vraiment des bons exemples, tant au point de vue de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, début d'éducation à la sexualité en contexte loisir inclusif. Formation sans stéréotype de genre. Comment je forme ma gang pour aussi pas encourager ces rôles-là. Puis la façon de le leadership, l'embauche, etc. Fait que pour vrai, on va mettre le lien dans nos show notes, mais ça vaut vraiment la peine d'aller regarder. Si vous avez un peu d'intérêt, vous ne savez pas d'où est-ce que vous partez, ne serait-ce que vous commettez à un bloc pour pouvoir peut-être venir vous joindre à nous plus tard. C'est très intéressant, c'est très accessible aussi. C'est pas un investissement. Tu t'investis pas dans un doctorat là, en faisant ça. Tu le fais un peu à ta vitesse. Moi, le bémol que j'aurais tendance à dire, puis c'est le piège de beaucoup de choses, mais je me demande si c'est les bonnes, je le demande gros guillemets, les bonnes personnes qui suivent ces formations-là. OK. Parlons de l'éléphant dans la pièce.
Parce que je pense que il manque, ouais, c'est ça. C'est parce que je pense que les gens qui suivent cette formation-là, c'est des gens qui sont de base intéressés au sujet. Ouais. Puis, honnêtement, ça a été super intéressant. Ça m'a permis de bonifier les formations que je donne. Ça a permis de mettre des mots aussi sur certaines choses, de remettre en question, parce que je pense que c'est la clé, là. C'est tout le temps se remettre en question. Mais les personnes qui en bénéficieraient le plus, est-ce qu'ils suivent cette formation-là? Fait que selon toi, c'est quoi la formation qui manque? Je vais essayer de te convaincre, c'est ça. Est-ce que c'est gestion de CA sans genre? Est-ce que c'est... Mais il a cette formule-là là, de gestion sans stéréotype. Oui, en effet. Mais c'est, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui bénéficieraient à faire le pas puis à se confronter. Puis moi, je le vis dans mon organisation, pas nécessairement par rapport aux stéréotypes de genre, mais tous les enjeux liés à la diversité. Il y a clairement un fossé générationnel. Puis c'est pas de la mauvaise foi de personne, c'est juste que c'était pas d'actualité il y a X années. Nous, je pense qu'on baigne là-dedans. Mais tu sais, nous, on amène des choses par rapport à notre équipe estivale, puis ça suit pas toujours dans l'équipe permanente, tu sais. Fait que c'est... Mais t'as un super bon point, parce que si c'est pas ancré au-delà d'une personne, l'exercice n'est pas complété. Je veux dire, ça va pas venir vraiment changer les choses au long terme, tu sais. Faut vraiment que ça arrive à s'accrocher de façon plus horizontale dans l'organisation, ou du moins dans la section camp, en commençant à avoir une vision de comment vouloir y aller, tu sais. Fait que quand on regarde c'est quoi nos niveaux de connaissances, quelle étape on est prêt à faire, ça peut commencer en allant chercher une formation de base puis s'attarder à une affaire. C'est un des exemples qu'on a donné, le code vestimentaire, whatever ce que votre staff va vous avoir nommé comme problème. Mais tu as vraiment un bon point, de s'embarquer là-dedans puis en fait, je pense pas qu'il faut attendre que tout le monde soit à la table pour s'embarquer là-dedans, mais quand même d'adresser cet élément-là pour s'assurer que ça va perdurer dans le temps, là, parce qu'en effet, sinon, ça peut être juste la question d'une personne. De le promouvoir auprès de ses collègues. On est tous des vecteurs de changement. Là, donc, la richesse qui vient avec ça aussi, là, vraiment. Là. Oh, ceci n'est pas un sujet fini! Je pense qu'on va se reparler probablement plus de diversité at large encore bientôt. Ça serait, on est quasiment rendu au mot de la fin, Philippe, parce que tu aurais une réflexion, un souhait peut-être pour 2023 par rapport aux stéréotypes de genre en camp sur lequel tu voudrais nous laisser? Je pense qu'il faut juste continuer dans l'élan où est-ce qu'on est parti. On est clairement sur la bonne voie, puis contaminons-nous de cette belle philosophie-là, de cette remise en question-là. Puis la beauté de la remise en question, c'est que ça s'applique à n'importe quoi. Je veux dire, on le fait pour nos budgets, on le fait pour notre recrutement. Pourquoi on le ferait pas pour les stéréotypes de genre et autres enjeux liés à la diversité? Mais on continue à en jaser. Le congrès arrive, justement. Je sais pas si ça va être diffusé quand, cet épisode-là. Mais... il a peut-être déjà passé ou il va avoir lieu. Peut-être. Venez en jaser. Si c'est pas au congrès, écrivez-nous. Oui, honnêtement. Puis si c'est pas au congrès, ça sera peut-être au séminaire d'échange en camp. Sinon, honnêtement, il y a des ressources qu'on va partager. Puis faites-nous signe sur les groupes, des groupes sociaux. Ouais, ça, c'est notre affaire. Les médias sociaux du podcast, gang. Puis on va pouvoir continuer cette discussion-là plus en amont. Fait que merci beaucoup de votre écoute aujourd'hui. On se reparle bientôt. Bye!